savez quoi, j'ai peur de l'avion. Un truc de malade. Et même si c'est le transport le plus sûr au nombre de kilomètres parcourus, contrairement au train, qui est le transport le plus sûr tout court, ce dont on va parler ne va pas vous rassurer. Il y a quelques temps, j'ai relayé sur Facebook un article de l'Express qui rapportait un fait divers assez glauque. Un instructeur espagnol de sol élastique a été accusé de meurtre par négligence après qu'une néerlandaise ait sauté dans le vide. Sans élastique. Forcément. À l'origine de cette négligence, on a ce qu'on appelle une interférence linguistique. Les deux protagonistes communiquaient en anglais, chacun avec son accent et son niveau, et lorsque l'instructeur a dit « no jump », la jeune touriste a compris « now jump », soit à peu près le contraire. Et si le secteur du tourisme a bien un truc en commun avec l'aviation, c'est que l'anglais s'est imposé comme LA langue à utiliser. Et si une personne tombe à cause d'une incompréhension en anglais, est-ce que cela arrive aussi aux avions? Parce que l'anglais est la langue du secteur aéronautique, la seule qui soit utilisée pour le trafic aérien international. Pourtant, la majorité des pays du monde ne sont pas anglophones. La majorité des pilotes et des aiguilleurs du ciel ne sont donc pas de langue maternelle anglaise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'anglais est une langue difficile à maîtriser, difficile à bien prononcer. Une phonologie complexe, un accent fluctuant, des verbes à peine conjugués, des expressions difficiles à saisir, des mots différents dans le sens mais similaires dans la forme, et le tout à travers une radio, rien de tel pour avoir, comme partout, parfois des incompréhensions. De grosses incompréhensions même. En 1997, deux Boeing 747 se rendent dedans aux îles Canaries. L'une des raisons derrière cet incident, qui porte le triste titre d'accident le plus mortel de toute l'histoire de l'aviation, est sûrement d'origine linguistique. Comme pour notre fait divers du sol élastique, des Espagnols et des Néerlandais qui communiquent en anglais. Lorsque la tour de contrôle demande à un Boeing américain de rouler sur la piste et de la quitter à la troisième sortie, son pilote hésite et demande confirmation du message, puisque first et third sont deux mots qui peuvent sembler très similaires à l'oral. Ils finissent par lever l'ambiguïté en utilisant les chiffres espagnols 1, 2, 3, bien plus clair. Pendant ce temps, le copilote de l'avion néerlandais répète le plan de vol en y ajoutant « We are now at take-off », signifiant pour les premiers que le décollage était en cours, alors qu'il signifiait plutôt pour le contrôleur aérien espagnol que l'avion était en bout de piste, prêt à décoller en attendant l'autorisation. Quand ce dernier répond OK, il confirme selon lui que le plan de vol a bien été répété. Pour l'avion néerlandais, en revanche, cette réponse confirme que le décollage est autorisé. S'ensuit un échange tout aussi ambigu, pour savoir si l'avion américain est encore sur la piste, ou non. Les mauvaises communications, qui sont en plus mêlées au brouillard, empêchent l'avion néerlandais de savoir que l'avion américain est encore sur la piste. Lorsqu'il décolle, il heurte ce dernier dans sa course. Ce n'est pas le seul accident du type. La barrière de la langue est aussi responsable d'un accident en 1990. Cela se passe à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, à New York. Un avion colombien demande un atterrissage prioritaire parce que celui-ci manque de carburant. Le message, pourtant bien enregistré, ne donne pas lieu du tout à une autorisation d'atterrir en urgence. En effet, il aurait fallu au pilote colombien qu'il dise Mayday ou Pan Pan. Quelques minutes plus tard, les moteurs de l'avion s'arrêtent et celui-ci se crache dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport. Là encore, la langue est problématique. Pour un pilote hispanophone, demander un atterrissage prioritaire sous-entend une urgence. Mais pas pour un anglophone. Bon, arrêtons avec le ton dramatique, parce que ces situations ne sont pas toujours fatales. Heureusement. Par contre, elles sont plutôt courantes. Même très courantes. Et l'usage de l'anglais comme lingua franca est souvent l'un des multiples facteurs conduisant à un incident aérien. Aujourd'hui, la question de la barrière de la langue est prise très au sérieux. On considère même que certains accidents, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été associés à quelque problème linguistique que ce soit, auraient pu être évités si justement cette barrière n'existait pas. Pour éviter ces situations, il est conseillé d'utiliser certains mots plutôt que d'autres. Affirm plutôt que yes, negative ou not clear plutôt que no. Pour ce dernier cas, c'est parce que no peut être confondu avec go ou no, qui donnerait un message contradictoire à celui qu'on cherche à faire passer. Pour envisager d'autres solutions, comme je sais pas, changer de langue, prendre quelque chose de plus neutre, de plus clair, de plus stable, de plus international, je sais pas, l'espéranto. Ouais, je déconne, ça arrivera jamais de toute façon. Du coup, les compagnies aériennes investissent parfois pour que leurs employés aient un meilleur niveau en anglais, coûtant beaucoup de temps aux 10 employés et coûtant aussi, bien évidemment, beaucoup d'argent aux dites compagnies. Et pourtant, même avec les meilleurs cours du monde, un anglophone natif restera toujours plus efficace. Il est donc avantageux à l'embauche d'être né dans le bon pays, où on parle la bonne langue. Si c'est pas le cas, tant pis pour vous. Mais depuis quand le monde est juste, hein? Un autre cas subtil mais rarement traité. Les consignes de sécurité sont souvent données aux passagers dans deux langues, la langue de la compagnie et l'anglais. Lorsque j'ai pris l'avion pour la Roumanie, et même si ce vol relie quotidiennement l'aéroport de Beauvais en France et l'aéroport de Iași en Roumanie, aucune consigne de sécurité n'est donnée en français. Tout en roumain, la langue de la compagnie, ou tout en anglais, la langue des vols internationaux. Ainsi, imaginons qu'un vol franco-roumain soit composé de roumains et de français à parts égales, chacun représentant 50% de l'avion. Les Roumains reçoivent les consignes en roumain, et les Français, quant à eux, doivent se débrouiller avec les consignes anglaises. Maintenant, admettons que la moitié des Français comprennent suffisamment l'anglais pour comprendre ces consignes de sécurité. Ce qui est une estimation, on va pas se le cacher,
très haute. Bien sûr, on peut pas faire d'analyse sociologique ici. J'imagine que les gens qui voyagent ont plus de chances de connaître un peu l'anglais, comme j'imagine que les gens plus vieux ont plus de chances de justement moins connaître l'anglais. Eh bien, probablement qu'une partie de cette moitié ne comprendront pas les consignes de sécurité. Celles-ci étant éditées par le personnel roumain, ou par la petite voix à travers les enceintes de l'avion, ce qui n'est pas mieux. Quant à l'autre moitié française, ce sont autant de personnes qui, avec ceux qui n'ont pas compris les consignes en anglais et qui pourtant parlent anglais, devront se débrouiller avec les indications visuelles. Et même si je n'ai rien trouvé qui mentionne cela comme un facteur d'incident, il se pourrait un jour que cette politique linguistique au sein des avions soit un avantage ou un désavantage dans un contexte de survie. Pas d'anglais, pas de consignes de sécurité. Pas de consignes de sécurité, de plus grandes chances de mortalité. Pensez bien à tout ça la prochaine fois que vous prendrez l'avion, surtout si vous voyagez avec une compagnie aérienne qui a son siège social dans un pays dont vous ne parlez absolument pas la langue, parce que ça risque de pas vous rassurer. Ou peut-être que si, peut-être que non. Moi, ce qui me rassurerait beaucoup, c'est que partagez cette vidéo et vous mettiez des likes et des commentaires, puis aussi donner plein d'argent sur Tipeee, beaucoup. Assez pour que je puisse faire du lobbying, pour pouvoir faire des trucs, surtout au niveau aéronautique,